de la piscine. Bonjour tous les gens qui sont à l'extérieur, en espérant que le son est bon et que vous allez profiter, comme on dit, de l'expérience. Mais bon, c'est pas le truc du jour. Je m'appelle René Furman, je suis responsable du pôle d'expertise santé chez Adista. Je vais vous expliquer, mais vraiment en deux mots, ce que c'est que le pôle d'expertise santé chez Adista. C'est vraiment une verticale métier dédiée à la santé. Au sein d'Adista, des gens qui travaillent dans ce pôle d'expertise, nous sommes à peu près 80 à être dédiés en fait sur la partie santé. J'expliquerai après les chiffres de Adista, on n'est que 80 parmi 1000, mais en tout cas 80 dédiés sur la partie santé, et évidemment après tout le support d'Adista qui est derrière pour ce faire. Notre rôle aujourd'hui, c'est de développer cette verticale santé, c'est de parler du métier au sein de la santé, que ce soit du sanitaire, donc la partie MCO, médical chirurgie obstétrique, ou médico-social, qui est le gros de notre clientèle, on va dire. Mais il y a également les agences gouvernementales, comme la NSM, avec qui on travaille beaucoup, avec l'Agence numérique en santé, avec la TIH, pour ceux qui connaissent, c'est eux qui prélèvent tout le PMSI de France et de Navarre, et d'autres clients, et également des mutuelles. Il ne faut pas les oublier parce qu'on manipule de la donnée de santé, mais en gros, on s'occupe de tout ce qui manipule de la donnée de santé à caractère personnel. Donc, je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là, parce que normalement, vous savez ce que c'est au niveau de l'audience. En termes de sommaire, on va démarrer par déjà qui sommes-nous. Je vais aller assez vite sur le groupe inhérent. Ce sera peut-être une nouveauté pour certains ici. L'offre Adista, donc au titre du marché de la CIH, mais même en dehors du marché de la CIH. J'expliquerai ce qu'il y a à l'intérieur, donc nos offres qui sont à l'intérieur de ce marché. Après, intéressant quand même, et toujours, c'est nos expériences et les références clients que nous avons, parce qu'on en a un paquet et vous le verrez. Et ensuite, simplement, les conditions à la fin, les conditions d'accès au marché de la CIH et comment il fonctionne pour ceux qui veulent adhérer à ce marché. Tout d'abord, groupe inhérent. En fait, groupe inhérent, ça s'appelait avant Groupe Adista. Groupe Adista a racheté plusieurs sociétés et a décidé de changer de nom pour des raisons simples. C'est qu'on a développé un fort réseau indirect qui est en fait plutôt orienté sur les petites structures. Quand on dit petites structures, en général, c'est moins de 20, moins de 30 personnes à peu près. Donc, pour faire de la vente indirecte, c'est une petite structure qu'on n'adresse pas de la même manière quand on adresse des structures de taille moyenne, voire de grande taille. De la vente indirecte à travers des revendeurs, soit en marque blanche, soit en mode distribution. Et ça, en fait, c'est l'entité qui s'appelle Unique. Ici, ils ont gardé leur nom, c'est une société qu'on a racheté, non, qu'on n'a pas racheté, qui ont intégré le groupe il y a 2 ans. Il faut être précis parce que le directeur général d'Unique n'aime pas qu'on dise qu'on l'a racheté. Il a apporté, en fait, sa contribution dans le groupe Adista. Donc après, il y a Adista, qui est un opérateur de services managés, c'est le bateau amiral, en fait, du groupe, parce que c'est le plus gros dans l'histoire. Adista, je vous expliquerai après où on est. Et nous avons également une autre marque, vous remarquerez les logos, bouclier, Cyberprotect, et vous remarquerez que Adista, ça ressemble un peu au logo Airbnb. Donc en gros, ça veut dire quoi? Chez Adista, on s'héberge, et chez Cyberprotect, on défend les gens qui sont hébergés chez nous. Ou pas que, ça marche aussi pour les... On fait de la cyber, évidemment, pour les clients qui ne sont pas hébergés chez nous, mais c'est un moyen mémotechnique de rappeler, moi j'aime bien de rappeler en fait la différence entre les deux sociétés. Donc Cyberprotect, ça nous fait faire dédié à la cybersécurité. C'est un SOC, en fait, donc un Security Operations Center, qui opère 24 heures sur 24, basé en France, avec du personnel français, et qui aujourd'hui, pour information, gère à peu près 5 milliards d'événements par semaine, d'événements de sécurité par semaine. La cartographie du groupe, en termes de chiffres, donc le groupe innovant, vous voyez en haut, c'est 263 millions d'euros par an. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour tout le groupe, nous vendons de l'abonnement. Nous faisons très peu d'installations on-premise. On en fait de plus en plus, d'ailleurs, c'est une volonté de notre part. Mais aujourd'hui, on fait de l'abonnement à 80%. C'est-à-dire que quand on démarre notre année fiscale, qui vient se terminer à fin août, ça c'est les chiffres fin août, quand on redémarre une année, on a déjà 80% de notre chiffre d'affaires. Après, le reste, c'est du plus, et les 20% restants, ce sont en fait des opérations que nous faisons en one-shot et qui ne sont pas de l'abonnement.
On a 40 agences, alors on en ouvre tous les jours, donc ça change tout le temps. Donc là, je regarde le marketing parce que les slides, il faut Tous les toujours jours, tu exagères un peu, mais Oui, oui, pas tous les jours, mais régulièrement, 2-3 par an, hein, actuellement. oui, voilà. C'est à peu près ça que nous L'année dernière, faisons. c'est moins. Voilà. Le chiffre d'affaires d'Adista, lui, est de 193 millions d'euros, donc il approche les 200 millions. En gros, c'est une croissance organique à entre 8 et 13% en fonction des années, en croissance organique, hein, je ne parle pas des rachats. Et on a à peu près chez Adista, enfin non, dans le groupe Ignorant d'ailleurs, 1000 collaborateurs, dont 800 chez Adista, hein. Je crois que c'est à peu près le chiffre. 1200 maintenant. 1200 maintenant, donc il faut remettre à jour les slides. Donc ça augmente tout le temps. Évidemment, pour la santé, nous sommes certifiés HDS, hein, hébergement de données de santé. Certification, nous l'avons renouvelée il y a un an, elle est valable jusqu'en 2025. On est audité tous les ans et on la rejoue tous les 3 ans. C'est les mêmes certifs que vous avez au niveau de la HAS. On a le droit de faire votre activité. On a les mêmes de notre côté pour la partie hébergement. Et évidemment, pour avoir ces certifs-là, il faut être ISO 27001, qui est une certif, comme vous le savez, sur la partie sécurité. Notre force, en fait, c'est que déjà, nous sommes national, une vieille société finalement, enfin, une vieille société dans le numérique. En 81, on est une vieille société dans le numérique. On a 14 data centers en France. Vous voyez les numéros ici un peu partout. Pour l'instant, il y a 5 certifiés HDS, 3 à Paris, 2 à Nancy. Et on a comme projet la certification de Pamiers-Toulouse, une certification de Saint-Étienne et également de Bondon-sur-Isère et de Tours. Les certifiés également HDS pour être au plus près de nos clients. Parce que qui dit cloud et dit réseau, et ça pour le réseau, on a le réseau qui va bien, on va interconnecter les data centers qui va bien autour, et en même temps, le réseau qui va bien, la capillarité qui va bien, pour aller chercher directement la donnée dans l'établissement pour que le cheminement soit sécurisé au point de vue hébergement et les échanges de données entre les différents établissements. Pour ceux qui veulent venir travailler chez Adista, nous avons le label Great Place to Work. Pas mettant sur le label, mais nous avons ce label. Donc, les gens qui travaillent chez Adista, en fait, c'est des enquêtes d'opinion, hein. Un certain niveau de satisfaction à avoir pour avoir cette certification. Démarche RSE important, parce que vous savez, la data, le numérique, commence à être pointé du doigt, comme le transport d'ailleurs, ou le transport aérien, parce qu'on consomme énormément d'électricité, on dégage énormément de chaleur. Sachez qu'on vient d'investir, on investit 3 millions d'euros à peu près aujourd'hui dans les data centers pour faire du free cooling. C'est le cas d'ailleurs de celui de nos 2 data centers de Nancy, avec des rendements, là j'ai vu hier justement la personne qui s'en occupe, avec des rendements, surtout avec le froid qui fait, des rendements très satisfaisants en termes de consommation électrique, parce qu'on récupère le froid, on réagit avec du chaud, et ainsi de suite. Enfin, c'est la technologie, je la maîtrise pas trop. Les 5 grands métiers d'Adista. Donc, on fait du cloud et de l'infrastructure. On en parlera un peu plus tout à l'heure. On fait de la connectivité du réseau d'entreprise. En gros, sur le chiffre d'affaires, globalement, entre ça et ça, c'est à peu près 40% de cloud d'infrastructure chez nous et 60% de connectivité et communication et collaboration. Et ce qu'on voit de mes chiffres, c'est que la tendance est en train de s'inverser. C'est-à-dire que la partie cloud d'entreprise prend de plus en plus de poids dans le groupe. Et aussi pour la partie connectivité, mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que le cloud d'infrastructure croît plus vite que la partie réseau et télécom, même si celle-ci croît aussi, mais les prix ne sont pas les mêmes. Vous savez que le marché télécom, c'est un marché de prix aujourd'hui, alors que le marché du cloud de l'infrastructure, c'est plutôt un marché de service. J'aurais juste besoin d'un thème qui est à peu près, si tu veux bien, moi je suis bavard des fois. Donc, reconnaissance des analystes, décideurs lisent, là on est catégorisé excellent pour toute la partie santé en fait, c'est soit pharmacologie, sanitaire et médico-social, on a été catégorisé par Leader List comme excellent, après un audit, donc toujours sympa. Et comme on s'appelle Adista, on est le premier de la liste, si vous allez sur le site, c'est ça aussi qui est sympa. On a eu des trophées en finance et en gestion de la DFCG. Nous sommes reconnus comme Best Management Company de Deloitte, toujours à travers des audits. Et Top Tech, on est Top Tech en entreprise de services numériques. Juste pour la santé, on est membre actif Pôle Pharma. Pôle Pharma, c'est pour la pharmacie. On est membre actif du cluster Pôle Pharma. D'ailleurs, je représente Adista au sein de ce pôle. On est membre actif également à l'AXIS,
C'est l'association des professionnels pour la sécurité informatique des systèmes en santé. En fait, donc, l'APSIS, c'est 250 adhérents, essentiellement des RSSI du monde du sanitaire, beaucoup, moins du monde médico-social, que je parlerai des deux systématiquement. Mais il y a 250 membres à l'intérieur et nous sommes, on a été sélectionnés parmi 20 industriels, parce qu'on n'a que 20 industriels au sein de leur association, et on est membre donc actif de l'APSIS. On participe à leurs webinaires, à leurs congrès, tout ce qui va autour. On a également, vous savez, ou peut-être pas, mais le sud-ouest de la France en termes de santé, et notamment de clusters en santé, très actifs. En fait, hein. D'ailleurs, la majorité des éditeurs, les gros éditeurs sont basés sur le sud-ouest. Hein. Jacques, je vous regarde parce que vous connaissez bien. Et donc, nous sommes membres du TIC Santé Nouvelle-Aquitaine, on est très actifs également à l'intérieur, et à l'ISNEA, qui est également sur l'innovation santé sur la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai rajouté, parce qu'on est également membre actif du club informatique de Provence-Méditerranée, il se trouve que c'est un club informatique qui a été monté par des DSI en hôpitaux. Il y a Chumlis, par exemple, devant, qu'on connaît très bien. Il y a le CH de Toulon. Enfin, c'était des DSI d'hôpitaux au départ. Ça s'est un peu élargi autour, mais on est également, on est même au bureau, hein, je me semble-t-il, de ça. Mais moi, c'est pas moi qui m'en occupe pour le coup. C'est quelqu'un d'autre. Alors, il y a du Gartner français. Moi, je l'ai découvert il y a 3-4 mois. Ça, c'est des choses que vous connaissez pour le Gartner. Il y a Gartner français maintenant, qui s'appelle le Blueprint Barkes. Donc, à Dista, nous sommes en haut à gauche. Alors, si vous les connaissez, c'est simple. On est visionnaire. C'est ça qui est intéressant pour nous. J'ai masqué volontairement nos confrères, mais vous aurez la liste après, juste après. Et ce qui nous manque, en fait, c'est d'aller à droite. Mais c'est simplement pourquoi? Parce que le marché considère qu'on n'a encore pas assez d'impact en fait sur le marché d'un point de vue financier. D'un point de vue, là, vous allez retrouver les Orange, par exemple. Ça ne s'appelle pas Orange, mais on espère le devenir. Le panorama, là, vous le voyez, qui a été audité, hein, vous les avez en haut, donc vous avez à Lista, ça a été mis, je ne sais pas, non, ça n'a pas été mis par rapport. C'est leur tableau à eux. Hein. Moi, je vais à Lista, on est complètement à gauche là-bas, et vous avez la moyenne ici. Et donc, ce qu'il faut que nous fassions, vous remarquerez deux choses. Un, excusez-moi pour les couleurs. Le bleu, plus c'est foncé, mieux c'est. Le rouge, plus c'est foncé, mieux c'est. Hein, fort, faible. En collectivité et santé, vous remarquerez qu'on est au même niveau de grands acteurs, d'un point de vue impact sur le marché. D'une manière globale, on est plutôt vu sur des effectifs inférieurs à 250 personnes, postes, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Dans les organisations intermédiaires, qui est vraiment notre cible, 250 à 5000, on est encore un peu palo, j'allais dire. Mais justement, d'où l'intérêt d'Unique, c'est qu'on va transférer tout le business que nous avons pour les petites organisations vers Unique pour se concentrer sur les grosses. C'est ça l'idée. Pour pouvoir en fait aller en haut à droite de ce fameux Gartner pour être à la fois visionnaire et à la fois avoir un impact sur le marché. Et vous remarquerez quand même qu'on est à côté de gens connus. Hein. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais là, on se compare souvent à Orange, mais on a un petit Orange. Donc Orange est bien foncé, ce qui est logique, quelque part. Mais si vous regardez par rapport à la moyenne, on n'est quand même pas trop mal, d'une manière globale. Et on a des grands facteurs à l'intérieur, comme Claranet, comme Temple, hein, que moi je connais très bien, parce que j'en parlerai encore en fin de séance, et par rapport à SFR, Orange ou d'autres. Et on a une bonne image de qualité de service, parce qu'on est en bleu là. Oui, là, l'image. L'image de la qualité de service, on a une très bonne image en fait, sur le marché. On fait des enquêtes de satisfaction régulièrement, et en général, ça ne se passe pas trop mal. Quelques références, là pour le coup, sur la santé, j'ai mis des références locales. Où on fait à peu près tout, mais j'en parlerai peut-être plus tout à l'heure. Par contre, on ne parlera pas, dans mes exemples, je ne parlerai pas de clients spécifiquement, sauf un, parce que dans un contexte cyber un peu tendu, c'est même pas dire qu'on héberge tel type d'application chez nous. Donc, on ne le publie pas, en général. Maintenant, entre nous, on peut se le dire, mais on ne le publie pas parce qu'on a quand même des applications extrêmement sensibles hébergées chez Adista, que si on venait à se faire hacker, ça nuirait à notre image, à l'image de nos clients et de manière générale. Sachant que la cyber, il faut rester humble devant les problématiques de cyber, j'en parle un peu après. Mais dans le public, vous voyez, on a quand même, donc du coup, je vous parle d'autres clients, on a quand même des métropoles hein, qui sont chez nous, plus ou moins grosses. Et également, on a une division, c'est-à-dire que moi j'ai un homologue sur la partie retail,
Oui, on travaille avec des grandes marques, hein. D'ailleurs, à la partie retail, pour information, on travaille à l'international. Parce que nous avons des agences en Amérique du Nord. Nous sommes également présents en Europe centrale, on va dire, pour déployer des clients français à l'étranger. Ce n'est pas pour capter des clients étrangers. Ça sert à ça. Donc, vous voyez, on a des belles marques. Les derniers qu'on a rentrés, c'est Conforama, par exemple. Donc là, je connais un peu le dossier parce que j'ai vu le rétex. Ben, c'est simple, hein. Tous les magasins Conforama sont hébergés chez nous. Voilà. Ils n'ont rien chez eux, tout est chez nous. Conforama, groupe, hein. Je ne sais pas où ils sont exactement. Et puis, sur la partie industrie et services, on a des choses intéressantes à montrer. Des offres au titre du marché CIH, mais à la limite, vous savez, c'est notre première. Donc, c'est difficile d'adapter une présentation. Mais je dis CIH, mais finalement, c'est le catalogue Atista que je vais vous montrer. Il est accessible par la CIH, mais il est aussi accessible en dehors de la CIH. Sachant que pour les publics qui, d'ailleurs, je sais qu'il y en a de l'autre côté, eux préféreront passer par la CIH pour des questions de marché public, tout simplement. L'offre Adista, elle est simple. Sur la partie cloud d'entreprise service manager, on va aller faire un petit. On va survoler en fait pavé par pavé. On fait l'hébergement non HDS ou HDS. On a bien les deux environnements. De plus en plus, tout devient HDS chez nous, parce qu'à la limite, on nous demande souvent d'ailleurs, certains organismes qui n'ont pas de données de santé à caractère personnel, mais qui sont sensibles, d'être dans un environnement ISO 27001, donc on les mettra, ce qu'on appellerait chez nous de l'HDS. Et en fait, entre une donnée sensible et une donnée sensible à caractère personnel, une donnée santé à caractère personnel, des fois, la différence n'est pas évidente. Donc, on va parler de la partie hébergement, on va parler de la partie complémentaire et réseau, et notamment une grosse partie sécurité ici. D'accord ? La connectivité, évidemment. La partie backup, et moi, j'aimerais appeler sanctuarisation et protection de la donnée d'une manière générale. Ce qui est important, c'est la donnée. Ce n'est pas votre application. Ce qui est important, c'est la donnée. Votre application, vous pourrez toujours la réinstaller. Ce qui est important, ce n'est pas de perdre, il faut faire crypter sa donnée. Il faut faire cryptoloquer, crypter ou chiffrer, je ne sais jamais quel mot on dit, crypter plutôt, ou cryptoloquer. C'est ça le plus dangereux, et les backups, des fois, ne suffisent pas. Donc, c'est là où il faut travailler sur la sanctuarisation, moi je pense ça plutôt comme ça, de la donnée. Le licensing, évidemment, parce que vous savez qu'on travaille dans un monde Microsoft pour beaucoup, dans un monde Oracle pour d'autres, avec des contraintes de licensing où des fois il faut, notamment pour Microsoft, même des fois pour Oracle, mais en tout cas pour Microsoft, pour comprendre la compliance licensing, il faut bac plus 30. Et puis quand ça évolue, il faut toujours se remettre en question parce qu'ils changent les règles, ils ont bien l'habitude de manière régulière. Notre partie service manager, notre partie consulting lead et ce qui va derrière. En préambule, sur le marché CIH, nous avons aussi deux sous-traitants. Un premier sous-traitant, parce que ça avait été demandé dans le cadre du marché, c'est de l'accompagnement à la certification HDS. Alors, quand on dit de l'accompagnement à la certification HDS, ça peut être aussi de l'accompagnement sur ISO 27001. Et que ISO 27001, pas forcément sur la partie HDS. D'accord ? Partie HDS, c'est pas compliqué. C'est 80% de ISO 27001, c'est 10% de HDS pur et c'est 10% de RGPD. Voilà. Ou j'aurais dû dire ISO 27001, RGPD et après HDS, données de santé. Donc, on travaille avec CNPP, qui est une boîte nationale, qui est en fait, pourquoi on a travaillé avec eux, c'est notre auditeur interne. Donc, c'est notre auditeur, parce que quand on passe une certification, il faut d'abord qu'on fasse un audit interne. Après, il y a l'audit externe qui est fait, audit, par exemple, comme la COFRAC, hein, qui vient nous auditer sur nos infrastructures. Et ils sont aussi, vous voyez, ils ont le visa ANSI. Après, ils nous ont également demandé, dans le dossier de la CIH, de faire de l'accompagnement réglementaire autour du RGPD et de l'API. Parce que les établissements qui sont en souffrance sur le sujet. Et donc là, on a choisi de travailler avec l'Hexagone, que voilà, c'est une question d'hommes, hein, moi je les connais bien, l'Hexagone, ils sont basés à Lille et à Montpellier. Ils sont également au marché de la CIH en tant que DPO as a service, avec un logiciel en fait, qui permet de gérer la partie DPO. Et pourquoi on travaille avec eux? Simplement parce que leur logiciel est hébergé chez nous. Donc c'est quand même normal qu'on leur rende la chose. Et là, l'histoire, c'est en fait simplement analyse d'impact relative à la protection de données. Et puis faire des référentiels, vous aider, qu'est-ce qu'on déclare, comment on déclare, est-ce que j'ai bien déclaré tous mes registres, est-ce que je suis à jour. Ce sont des juristes, ce ne sont pas des informaticiens, ce sont des juristes, et là, ce sont des qualiticiens, ce ne sont pas des informaticiens. Donc, si je me rapide, juste sur la partie là, Opidum, YAS, ça c'est pour la partie hébergement. Je vais faire un peu de technique, de style, mais pas beaucoup.
On a 3 offres de services sur la partie cloud privé et proximité HDS. Alors, quand je dis cloud privé, c'est en opposition par rapport à cloud public. Il n'y a pas vraiment de notion de cloud public. On dit quasiment plus cloud public d'ailleurs, hein. Donc là, je parle de Google, Azure, AWS, Alibaba, pourquoi pas. En tout cas, cloud public, on dit qu'on passe par le réseau pour y aller, d'accord. Et puis, on a un portail de self-service et puis on n'a pas la main sur l'infra. Cloud privé, chez nous, ça peut être soit du dédié, soit du mutualisé. On fait les deux. C'est-à-dire, soit vous venez sur nos infras mutuels, soit on crée des infras dédiés pour pouvoir, en fait, notamment répondre à des compagnies Oracle. S'il faut, on est obligé de faire ça sur de l'infra dédié pour répondre sur la compagnie Oracle. Donc, on est soit en mode dual DC, c'est-à-dire une écriture en synchrone, hein, avec un SLA que nous garantissons à 99,95. Alors, on le garantit, après, il peut y avoir des soucis, hein, mais en tout cas, on le garantit. C'est-à-dire que si on dépasse le SLA vers le bas, bah, c'est pénalité. C'est ça le but du jeu. En mono-DC, on est quand même en 99,9. Alors, pourquoi il y a des autres différentes? Parce qu'évidemment, ça, c'est plus cher que ça. Il y a des établissements qui sont plutôt là aussi. Ça dépend de la criticité des établissements, ça dépend de la criticité des applications, ça dépend de plein de choses. Ouais, c'est Il est Moot, clair hein, qu'un MCO, le puits un 3. CH classique, hein, qui aurait chez nous un outil de diagnostic, je pense par exemple la partie PACT, parce qu'on a chez nous la partie RIS, ou la partie labo également. Ils sont plutôt du côté, il faut que ça tourne tout le temps, parce que sinon ils ont un problème. Notamment quand on gère les urgences. Ce n'est pas toujours évident, je pense également au SDIS, hein, on a pas mal de SDIS hébergés chez nous, pour tout ce qui est dispatching. Et pour tout ce qui est, par exemple, envoyer les résultats d'un ECG dans la camionnette directement à l'hôpital avant même que le patient arrive. On a ce type d'application qui est hébergée chez nous avec des SDIS, parce qu'en fait, on est très fort dans les SDIS. Et nous, donc on a cette truc, et on a ce mode Edge qui est en fait un peu particulier. Ce mode Edge, c'est toujours en anglais, c'est les bords. Ce mode Edge-là, c'est notre capacité à mettre directement en pratique du cloud à distance. Quand on fait de l'IoT, par exemple, le gros problème, c'est le temps de latence, il y a beaucoup de trafic et ainsi de suite. Quand on fait du PAX, l'imagerie, bah, c'est compliqué, hein, l'envoyer à travers le cloud en temps réel, j'entends, hein, on va prendre buffer. Dans ce cas-là, on met des bouts de cloud, en fait, chez nous, opérés par Adista, mais chez le client final. Qui est opéré par nous et vendu en mode cloud, tout simplement. Avec des SLA qui sont différents. Kumba. Alors, Kumba, Kubernetes, Managed by Adista. Kubernetes, Managed by Adista. En gros, c'est notre offre de dockerisation que vous avez de manière générale. Alors ça, les éditeurs connaissent bien en général. Et de plus en plus, on a des demandes d'ailleurs, parce que les éditeurs demandent des environnements Cube pour installer leur application en mode du microservice. Je ne suis pas un super spécialiste, mais je sais qu'on en a chez nous. D'ailleurs, ATIH, par exemple, a un environnement Kumba qu'on manage pour eux chez nous. En général, ce que vous trouvez chez les hyperscale, c'est-à-dire chez AWS, Azure et autres, vous trouvez ces couches-là. Par contre, vous ne trouvez pas les couches de management d'application qui vont derrière. On fait vraiment un mode, ce qu'on appelle PaaS chez nous, plateforme as a service, sur la partie Kumba. On a même des, Fabrice, je te regarde, on a des clients privés également, hein, qui sont déjà dans la région, qui en sont très satisfaits d'ailleurs. Et donc, on gère tout l'environnement Cube. Eux, ils n'ont plus qu'à s'occuper de l'application, des données qui sont à l'intérieur, et c'est tout, on gère tout le reste. Pour la partie Cube. Il faut savoir que les études disent que pour 2025, 70% à 80% des nouvelles applications qui vont arriver sur le marché sont dockerisées. Donc forcément, il fallait qu'on ait une offre qui corresponde de l'autre côté. Et en plus, pour tout vous dire, c'est que chez Adista, les gens qui s'occupent de cette offre-là, et la supervision, les services managés qui sont autour, c'est des gens qui sont issus de notre Digital Factory, parce qu'on a une Digital Factory interne, qu'on développe nous-mêmes en Cube. Hein, chez Adista, il y a 60 applications à peu près. On a une dosie de 60 personnes à l'intérieur d'Adista pour développer toutes nos solutions, parce qu'on n'achète pas de solutions à l'intérieur. C'est très difficile de trouver des ERP pour des compagnies comme nous. La partie connectivité, ce qu'on appellera, nous, connectivité classique Adista Cloud Connect, chez Adista, bah, c'est résumé sur un seul slide, en fait, qui est assez simple. Il faut connecter les utilisateurs, les établissements, d'une manière ou d'une autre, à notre backbone pour accéder au cloud. D'accord? Alors, ça peut être du cloud Adista, mais ça peut être aussi du cloud autre. Du logiciel SaaS, Microsoft AWS. Là, la différence, c'est que nous avons des liaisons, le T doit être là, nous avons des liaisons en peer-to-peer directement avec des gros acteurs
Alors, il n'y a pas tout le monde, hein. On a également OVH, par exemple, on en a d'autres, hein, où on fait du peer-to-peer directement avec eux. C'est-à-dire que une connexion d'un établissement à notre cloud, on permet à l'établissement d'avoir du peer-to-peer directement avec un environnement Azure, par exemple. Et vous savez que dans Azure, le problème qu'il y a, c'est que tout ce qui rentre est gratuit, tout ce qui sort est payant. Déjà de 1, hein, en termes de trafic réseau. De 2, les latences, vous ne les maîtrisez pas parce que vous passez par le réseau public pour y aller. Là, en gros, c'est mettre un réseau privé entre le client et les ressources que vous avez de ce côté-là, via ce qu'on appellerait chez Azure, je connais beaucoup mieux Azure chez Adista, les express routes, pour ceux qui le savent, qui sont d'ailleurs au catalogue CLH. On les a mis à l'intérieur pour le faire. Après, vous avez la connexion FTTH, FTTO, évidemment, il reste de l'SDSL, LDSL, parce qu'il y a des endroits où, pour l'instant, c'est compliqué. Et on aurait pu rajouter connexion satellitaire, ça n'y est pas. Donc, orbite haute, orbite basse, hein. D'ailleurs, il y a une grosse offre en basse qui va sortir. Pour dire qu'on a dépanné, un EHPAD du côté de Villefranche-sur-Saône qui était complètement déconnecté suite à un incident de génie civil. La réparation devait durer 1 semaine. Donc, l'EHPAD coupé du monde. C'était un EHPAD qui était géré par GHT, pour le coup. On a mis en place en 24 heures une antenne Starlink, donc de Musk, hein, pour dire que lui, en orbite basse, temps de calage 5 minutes, bande passante 300 mégas, temps de latence inférieur à 20 millisecondes. Ça marche super bien, en fait. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus, je pense encore. Mais bon, les satellites, ils n'arrêtent pas de les envoyer. Donc, je suis un peu contre, hein, mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on a ce genre d'offre qui est en train de se monter. Je ne la connais pas par cœur, mais on a de l'Orbitos, l'orbite basse, et les S10 l'utilisent souvent. Pourquoi les S10 l'utilisent? C'est pour monter leur PC de commandement sur un feu de forêt ou sur un accident grave. On a même des voitures concept à Dista où on livre la voiture finalement avec un carrossier. La personne arrive, appuie sur un bouton et tout se déploie. Et on déploie le Wi-Fi pour que les gens puissent se connecter, avoir du réseau sur le PC d'opération. Hein. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les SDIS d'ailleurs, et puis toute l'activité nomade et autres, et tout ce qui va pour la partie connectivité. La partie licensing, alors que ce soit CIH ou pas CIH, mais CIH, c'est un peu particulier. Ce qu'on rencontre essentiellement, sur tout ce qui est Linux, on n'a pas trop de soucis. Ce qu'on rencontre essentiellement, c'est Oracle et Microsoft. C'est là où ça fait mal. Quand on est sur des bases de données NoSQL, MySQL, ça MariaDB, en général, c'est l'open source, même si on paye un peu, mais ça va. Ce qui est lourd, en général, c'est Oracle d'un côté, et c'est Microsoft de l'autre côté. Sachez qu'il y a un marché, vous savez certainement pour beaucoup, mais pas tout le monde. Il y a un marché CIH Microsoft qui vous permet d'avoir des prix, pour ceux qui sont éligibles, qui vous permet d'avoir des prix assez sympas à la CIH. Et d'ailleurs, souvent, parce que nous, on peut vendre ces licences-là, mais souvent, on amène nos clients en fait, vers le marché de la CIH pour leur faire des économies. Parce que tant qu'à faire, autant les conseiller. Et puis, ce n'est pas nous qui vendons, hein, c'est le SCC, hein, pour être clair, qui a ce marché-là. On a compris comment il fonctionne maintenant, donc on peut accompagner, parce que c'est assez compliqué à comprendre. On peut accompagner nos clients sur le sujet, vous renvoyer vers la CIH, et ils ont ce marché qui va bien. Sinon, bah, on passe par Adista, mais évidemment, on est soumis, on va dire, au prix Microsoft, et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre avec eux. Et Microsoft a de plus en plus tendance à auditer, c'est ça qui est un peu embêtant. Et quand ils auditent, des fois, ça peut faire mal. Hein, et pour la partie Oracle, pareil, on veille toujours et on conseille autour de quelles sont les bonnes éditions à prendre. On accompagne le client sur le choix du licensing le plus optimisé possible, aussi bien d'un point de vue technologie serveur. Si c'est par exemple une facturation à la BCPU, ben on mettra des serveurs mono BCPU, comme ça on prendra une licence. Et puis si c'est un contrat ULA qui est dans l'établissement, donc là il a droit à tout. Hein. ULA c'est open bar. Ben là du coup on se pose pas de questions. En tout cas on regarde et on accompagne le client sur la partie compliance de licensing, parce que des fois ça peut coûter cher. On sait qu'il y a des établissements, ils ont eu 300, 400, 500 000 de redressement suite euros, hein, suite à un audit d'Oracle. Donc, la CIA ou les PI d'Oracle des bases, c'est toujours compliqué. Donc, on est vraiment sur le respect du licensing. Alors, j'ai fait une slide courte sur la partie backup, parce que sinon, on pourrait passer des heures hein, sur le sujet. Mais en gros, ce que nous faisons, vous avez la capacité, vous de votre côté, d'externaliser vos backups chez Adista, avec notamment des mécanismes
d'immutabilité de données. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'une fois que la donnée chez nous elle est immuable ou immutable, je ne sais jamais quel mot on prend. Hein. Donc, mais là, on utilise tout simplement les mécanismes VIM pour le faire, sachant que VIM, dans le milieu sanitaire, c'est 80% du marché à peu près. Hein. On trouve du VIM partout. Sachez aussi que pour l'installation des sauvegardes, on travaille également, je vais faire une petite digression, on travaille avec le CHU de Nice, que je cite souvent, parce que chez nous, c'était le tout premier à faire confiance à distance au titre du marché de la CNH, qu'on vient de renouveler, donc c'était il y a 5 ans. Donc moi, je suis arrivé. Les premiers établissements avec qui on travaillait au titre du marché de CNH, c'était le CHU de Nice. Eux, ils ont un autre logiciel de sauvegarde de chez Dell avec les appliances data domain. En fait, ce qu'on fait, on externalise la data domain physique chez nous, qui faisait quand même un recours chez nous, et c'est géré à travers un data domain de Surtout que sur CHU de Nice, ils avaient un problème, c'est qu'il fallait qu'ils soient à plus de 300 km de l'endroit, parce que c'est un milieu sismique. Hein. Et donc, ils risquaient d'avoir destruction de tout. Les data centers, la donnée qu'à l'intérieur, les bornes, et si jamais il y avait une catastrophe majeure. Donc, c'était un des points. Et d'ailleurs, pour information, ils sont hébergés à TH3 chez nous, sur le truc. On a également un autre sujet au siège de Rouen. On vient prendre la commande au titre du marché de la CNH. J'utilise une Techno S3, en fait. Là, pareil, on met les serveurs à disposition, on manage la partie iOS, on manage tout, ils n'ont plus qu'à s'occuper de l'application et ils viennent pousser les données au fil de l'eau. Pour tout vous dire, on a eu des liaisons de 2 fois 10 gigas de chez eux vers nous, hein, pour un CH. Et Rouen, souvenez-vous, c'est les premiers à cette vraiment, excusez-moi du terme, poutré, il y a 5 ans maintenant, quasiment. Et donc, eux externalisent la sauvegarde sur du S3 au fil de l'eau. C'est tout le temps, tous les minutes, ça part chez nous, avec des mécanismes de rupture de flux entre eux et nous, et une immutabilité également de la donnée quand elle est déposée. Donc, ça, c'est l'externalisation de la sauvegarde. La sauvegarde managée et on-premise également, on sait faire. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les VM qui sont hébergées chez nous, et c'est une condition obligatoire de la certification LDS, nous backupons évidemment les serveurs qui sont hébergés chez nous. C'est nous qui opérons ce backup sur un réseau qui n'est pas le réseau du client. On est complètement séparés. Donc, c'est un réseau qui est complètement isolé aussi d'Internet. Il est complètement à part. Parce qu'on se rapproche de notre côté aussi du Secure Cloud, hein, c'est ce qu'ils demandent de notre côté, c'est d'avoir des réseaux de management qui sont complètement déconnectés d'Internet, c'est ce qu'on est en train de pousser parce qu'on a concouru pour la certif Secure Cloud. Et donc on fait les backups, mais aussi pour des clients qui le souhaitent, qui font les backups chez eux, on opère les backups pour lui, mais on-prem. C'est-à-dire il a son système de backup chez lui. On met les jobs en place, on fait tout ce qui va, et tous les matins, toutes les nuits, on supervise, on vérifie, et tous les matins, parce que en physique, le personnel arrive à 6 h du matin, hein, et vérifie la première chose, en fait, c'est est-ce que les backups sont bien passés chez nous, et les backups sont bien passés chez le client, et puis il y a des motifs avec des rapports journaliers, tout ce qui va autour, pour la partie de sauvegarde managée. Au passage, on fait également du sauvegarde sur M365. Il ne faut pas oublier de sauvegarder M365, SharePoint, et surtout si vous avez des Teams, et ainsi de suite, il y a quand même ça à faire aussi. D'accord. Même si on peut prendre des mécanismes de Microsoft, mais beaucoup de clients nous disent aussi, moi j'aimerais bien avoir un backup chez moi au cas où je me sépare de Microsoft. Bon, c'est un autre débat, il faut voir la chose. En tout cas, on sait le faire. Et on a un disaster recovery service, excusez-moi pour l'anglais. C'est du PRA, voilà, en mode français, plan de reprise d'activité. On parlera plutôt d'un plan de reprise informatique, parce qu'un plan de reprise d'activité, il faudra avoir des sièges et pouvoir accueillir les utilisateurs, mais ça, on n'a pas. Donc, on fait un plan de reprise, donc disaster recovery as a service, où en fait, la solution, c'est une solution en mode SaaS, à travers une seule interface, le client gère la partie backup chez nous, gère la partie réplication des VM de chez lui vers nous, c'est le client qui gère. Le client a la capacité de déclencher son propre PRA, partiel ou total. Partiel pour des tests, par exemple. J'ai besoin de tester tous les ans parce que je suis à un laboratoire de biologie, je les prends. Ils ont dans l'obligation de tester leur PRA tous les ans, à un laboratoire de biologie, mais pas que, hein, il y en a d'autres. Et donc, je peux tester moi-même le PRA sans que ce soit un vrai PRA actif, juste pour tester que ça fonctionne au cas où il m'arrive quelque chose. Et sinon, sur le déclenchement du partiel, évidemment, il nous appelle parce que là, on vient derrière le titre du contrat, hein, c'est prévu à l'intérieur, on vient l'aider en fait à redémarrer complètement son informatique chez nous. Évidemment, on choisit aussi les applications critiques, hein, on ne balance pas tout dans le PRA. Et après, on met les process qui vont mettre en place de la PRA. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus rien, il faut que je redémarre, mais
avant de redémarrer toute chose, la première chose que j'ai à démarrer, c'est mon AD. Parce que si je n'ai pas mon AD, il n'y a rien qui marche. Après, il y a les dépendances entre les applications. Ouais. Donc, je démarre peut-être d'abord mon DPI. Après, je démarre ma radiologie. Après, je démarre mon labo parce que mon labo ne peut pas fonctionner sans et ainsi de suite. Donc là, il faut mettre toutes les procédures en place. Donc, on accompagne nos clients sur tous ces sujets-là. Et on a des clients qui sont sur cette offre-là. C'est nous. Quand même que je vais un peu trop vite. Bien. Consulting, pilotage, build, run. Alors là, je vais enfoncer un peu des choses ouvertes. Je ne vais pas trop m'étendre parce que, évidemment, on fait du pilotage de projet tout de même pour le Move to Cloud ou pour des projets d'extension ou pour des projets de migration ou pour des projets de changement d'applicatif ou pour des projets de toutes sortes. On a évidemment des équipes de pilotage de projet. Hein. On fournit des livrables. Alors, dans la santé, plus qu'ailleurs d'ailleurs, on fournit des livrables importants, notamment pour un client qui arrive chez nous. On a un plan d'assurance qualité santé, on a un plan d'assurance sécurité, on a un livret conseil qui reprend toutes les directives de l'ANSSI et de la CNIL quant à la gestion des comptes utilisateurs, la gestion des données à caractère personnel et autres. Donc, on accompagne le client sur tous ces sujets-là. Hein, pour qu'il ait là. On a également des documents d'exploitation, d'architecture technique, très documentés qu'on donne à nos clients, donc ils savent exactement ce qu'ils ont fait nous. C'est aussi important pour la réversibilité, parce qu'on prépare la réversibilité en amont. C'est-à-dire, si le client veut nous quitter, bah, il sait qu'il peut nous quitter, il aura un doc qui va bien, et de toute façon, on l'accompagnera parce qu'on n'est pas comme ça. Hein. Quelque part, s'il veut nous quitter, il nous quitte, hein, il n'y a pas de raison. Mais des fois, il y a des raisons tout simples. Hein. On en a très peu hein, dans la santé, mais l'établissement décide d'acheter un logiciel en SaaS. Bah, il achète en SaaS. Si l'éditeur n'est pas chez nous, malheureusement, ça peut arriver, parce qu'on en a quand même pas mal chez nous, bah, la réversibilité, il faut qu'elle soit là. Quoi. Donc, on les accompagne sur la partie de la réversibilité qui font partie intégrante de nos contrats d'entrée. J'en parle beaucoup parce que je sais que certains confrères en parlent, mais ne contractualisent pas. C'est un peu gênant. D'accord. Donc, au niveau de la... On fait des services managés, hein, donc on communique. Ah, des fois, la communication, c'est toujours compliqué, mais globalement, ça fonctionne assez bien une fois qu'il y a une bonne compréhension entre les clients et les équipes. Hein. C'est souvent les périodes de rodage, en fait. Hein. Il faut qu'on se découvre. On essaie de plus en plus de comprendre l'organisation de nos clients, même si les organisations en général sont toutes quasi identiques, mais non. Mais non, ça dépend en fait vraiment des établissements. Et donc, on s'adapte en fait à l'organisation, parce qu'il y a des périodes de rodage qui se font derrière. Donc, on contrôle les sauvegardes, nos mises à jour logicielles d'infrastructure système. Quand le client nous confie, ce qui n'est pas toujours le cas, je vous montrerai après ce qu'on fait en termes de couches de service. On met en place les stratégies de supervision, les politiques de sécurité, avec ce qu'on appelle chez nous du MCS, c'est du maintien en conditions de sécurité. MCO, maintien en conditions opérationnelles, ou de la verticale santé médicale chirurgie obstétrique. Et, voilà. Et derrière, on met ce qui va bien en place. Donc, il y a du support. Dans le cadre de la partie HDS, quand on est en service manager, nos clients ont les mêmes contacts. En tout cas, ils ont des noms, ils ont des numéros de téléphone dédiés, ils ont des mails dédiés. C'est pas, enfin, ils ont le truc. Bon, évidemment, tu leur ticket, c'est un truc un peu plus généraliste, mais ils se raccrochent sur une personne qui suit leur plan. Thématiquement, il y a une personne dédiée pour suivre le compte. On documente les éléments, plan de prod, de CDR, conseil d'exploitation. Évidemment, s'il y a des choses qui changent, c'est mis à jour thématiquement. Et on accompagne les intervenants en conseil des équipes fonctionnelles, des acteurs. Je sais pas, allez voir, on a un bon client HDS qui est Chris, le groupe Chris. Chris, les lunettes sont de petits siens, c'est 1200 magasins, il y en a 2000, pour info, il y en a 2000 autres qui vont en faire. On les accompagne vraiment de bout en bout sur le jeu, parce qu'ils ont 1200 magasins à gérer, c'est pas toujours les responsabilités sur les couches. Alors, je me suis aperçu ce matin, parce que j'ai repris un slide, évidemment, il manquait BDD là, mais on va considérer que la base de données est dans le middle. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Soit on fait du hosting, que ça nous arrive, on hoste des choses, dont notamment des choses du grade local, hein, de Pussy, avec qui on bosse, hein, qui fait du hosting chez nous. Donc, on fournit le data center, donc on fournit la baie.
simplement. On fournit le réseau pour la connectivité. Après, le client, lui, s'occupe du reste. Hein. Bleu, c'est le client, orange, c'est à distance. Après, on est en mode IaaS, hein, c'est-à-dire que fournit du serveur, peu importe comment, virtualisé. Et on s'arrête, en fait, toujours à la sécurité périmétrique, hein, à ce niveau-là. On s'arrête au niveau de la sécurité, et puis le client, lui, gère son OS, son middleware, sa base de données, ses applications, ses runtime, en fait, tout ça, il le gère lui-même. C'est classiquement ce qu'on appelle un mode IaaS, infrastructure, base de service. Et donc, nous, on s'occupe de toutes les couches basses. Ça correspond aux couches 1 à 6 là, que vous voyez dans la partie LDS. Et après, on peut aller plus ou moins loin dans la partie là, c'est-à-dire nous, on gère l'OS, on gère le middleware, on gère les bases de données. Alors, les bases de données, c'est souvent à droite, à gauche, ça change. Parce que si elle est proche de l'applicatif et de l'éditeur, ce sera plutôt l'éditeur qui va la gérer. Maintenant, il y a des établissements qui ont des bases de données qui gèrent eux-mêmes parce qu'il y a des multi-instances avec multi-éditeurs. Alors là, ça dépend vraiment c'est du sur-mesure, de toute façon, qu'on fait à ce niveau-là. Mais on est capable, évidemment, de monter, en fait, et on s'arrête, à chaque fois, vous voyez, on s'arrête au niveau de l'application, quoique, on parle après, pour la partie supervision, on peut réaliser la partie applicative, et évidemment, on est proche des éditeurs sur le sujet. Donc, on a des responsabilités, en fait, hein, qui sont différentes là-dessus. Sur les OS, par exemple, ce qui est très important, c'est les patchs de sécurité. On impose, hein. S'il y a une patch de sécurité majeure, on appelle tout de suite le client, c'est quand si ça nécessite de redémarrer une machine, c'est quand qu'on redémarre la machine, s'il te plaît. Parce que là, il faut qu'on aille vite. Hein, s'il y a un zéro day important qui est déclaré par Microsoft, parce qu'évidemment, on surveille tout ça. On a une offre de supervision, c'est le moment d'en parler. Sur la partie supervision, évidemment, on a des supervision classique, mais pas que. On a aussi tout ce qui est log d'authentification, intrusion sur le réseau et autres, c'est logué. Ça fait partie de la certificat d'US. On log tout ce qui se fait. Tout ce qui se trace, on a un puits de log qui est personnalisé par client, et ce puits de log-là, on le garde pendant 1 an. Et en fait, la contrainte légale. Après, on dégage et on tourne, on log tout. Okay, c'est ça qui est important. Le client, quand il se connecte à son espace Mayadista, parce que c'est en fait son environnement, enfin, c'est la fenêtre de Adista qu'on donne à nos clients pour que le client puisse venir à la fenêtre de l'établissement regarder ce qui passe chez nous, et surtout chez lui. D'accord? Donc, on lui donne accès, en fait, simplement à ses liaisons réseau chez nous. On lui donne accès à l'état de ses machines. Hein. Down, il peut voir ce qui est éteint, allumé, ce qui est en danger, là où il y a l'alarme. On ouvre complètement notre supervision. Et tout à l'heure, je vous disais sur la partie applicative, avec toujours l'éditeur ou avec le client, on supervise aussi les services nécessaires à la bonne marche de l'application. On a également, notamment sur des EAI, parce que les EAI dans les centres hospitaliers, c'est quand même une chose très importante. Hein, vous savez, c'est l'échange d'applications interface, c'est ce qui fait discuter les applications entre elles. Dans le noyau, en général, le dossier patient informatisé. Et après, ça se connecte. Si le AI il a des soucis, ça ne marche pas très bien. D'accord. Donc, on a pas mal de AI qui sont hébergés chez nous, tout marque, hein. Même celui des Novacom, d'ailleurs, hein, pour ne pas le nommer, parce qu'on a encore un autre sujet avec eux en ce moment. Parce que Novacom, c'est Orange, je vais en parler. Et donc, on est capable aujourd'hui, sur procédure, de les arrêter, de redémarrer si le backup se passe mal. Enfin, on commence à le connaître et donc on supervise vraiment des choses très clés. Et on a des carnets de procédure pour pouvoir en fait faire des opérations simples dessus. D'accord? Évidemment, après, si ça ne marche toujours pas, on escalade soit l'éditeur, soit le client final pour dire attention, on n'y arrive plus malgré la procédure. Et on peut faire ça sur tout type d'application, c'est-à-dire faire des interventions sur procédure. C'est ça qui est intéressant, c'est de décharger au maximum le client pour qu'il puisse se consacrer au métier. Hein, et ce qu'on dit, libérer du temps pour moi. Bon, chose importante. Donc, étant l'explanète de Mayadista, vous pouvez gérer vos informations, consulter un premier document administratif. Hein, les factures sont dedans. Hein, je ne sais pas si, pour ceux qui sont toujours chez nous, est-ce qu'ils vont les chercher. En tout cas, vos factures sont dedans. Ça, c'est important. Il faut payer. Donc, il faut aller les chercher. Superviser vos liens équipements extrémités, c'est ce que je vous disais, y compris les serveurs. Signaler les incidents, évidemment, il y a tout le suivi de ticket qui est à l'intérieur. Télécharger des programmes ou de la doc, et puis accès par identifiant au mot de passe. Et d'ailleurs, vous pouvez même laisser l'accès, si vous souhaitez ou pas, ça dépend, à vos partenaires. Hein. Si vous avez l'intégrateur informatique à côté de vous qui gère votre infra, qui finalement a un bout chez nous, vous pouvez très bien lui laisser accès
au portail si vous souhaitez. Bon, c'est vous qui gérez en fait les accès à ce portail. Derrière, les accès, évidemment, une notification mot de passe et MFA qui va être mis en place tout de suite. On a également ce qu'on appelle un SDM, Service Delivery Manager. Alors ça, c'est votre avocat chez nous. Je n'aime pas trop ce terme-là parce que normalement, vous n'allez pas vous défendre, mais en tout cas, on a des chargés de suivi de compte, en fait, pour des dossiers assez importants. Surtout quand il y a plusieurs métiers à l'intérieur qui sont achetés chez Adista, c'est bien d'avoir un contact qui a une vue globale de ce qu'on fait avec des comités de pilotage, des plans de progrès, qui fait des analyses pour vous, les ticketing, les incidents majeurs, pourquoi on a toujours ce genre d'incident, il faut peut-être faire un plan de progrès là-dessus, et ainsi de suite. Donc des SDM qui suivent directement nos clients, donc qui comprennent en fait finalement vos enjeux et adaptent en fait la structure, suivent les services pour plus d'amélioration. C'est eux d'ailleurs qui vérifient qu'on respecte bien les engagements, et il arrive des fois dans les copies que on n'a pas respecté un de nos SLA, c'est directement le SDM qui dit, voilà, vous allez avoir un avoir de temps, quoi. On n'a pas respecté nos SLA. C'est lui qui mesure les choses qui vont bien. On est très transparent chez Adista sur ce sujet-là. On n'a pas beaucoup de pénalités globalement, donc ça va. On a un très faible taux de churn. Le churn, c'est les gens qui nous quittent. Je crois qu'on a 2,3% de personnes qui résilient chez nous par an, ce qui est assez faible. Je fais toujours une blague là-dessus. Ceux qui résilient, c'est qu'ils ont déposé le bilan parce qu'on était trop cher. Okay. Le dernier point aussi, c'est qu'on fait de l'audit et conseil. Vous remarquez qu'on a de plus en plus de mots anglais chez Adista. C'est pas un scoop. D'ici 2-3 ans, on va s'ouvrir à l'international. Donc on commence à avoir des presses en anglais. Il y a une vraie volonté de notre présidence de s'ouvrir à l'international. Il nous l'a confié hier. C'est-à-dire en fait d'aller déjà en Europe, border européen. On va se développer à l'international tout doucement. Pour l'instant, on est franco-français, mais ça ne va pas tarder. D'autant plus que toutes les directives RGPD, même l'HDS, la passer à l'international, à l'Europe, plutôt les directives NIS 1, NIS 2, tout ce qu'il y a derrière, on le voit bien. Cette ligne-là, de mon avis, va disparaître au profit d'un truc européen. L'Europe, voilà, on est là. Il faut qu'on soit plus fort, en fait, vis-à-vis de nos chers concerts, on va dire, américains du Nord. Donc, on est capable, en fait, de faire tout ça, d'accompagner nos clients sur des migrations complexes, d'accompagner la formation de la politique du changement, parce que l'adoption de Microsoft 365 et de Teams, c'est pas toujours évident. Pour réfléchir à un truc, on a quelques clients qui ont des données santé à travers Teams. Parce que quand on fait de l'échange et partage, Teams, oui, je vois un petit... oui, parce que Azure, c'est Azure, les trois environnements de Microsoft, que ce soit Azure, M365 et Navision, sont certifiés HDS sur les 6 niveaux. Mais attention, c'est à vous de vérifier que quand vous faites l'installation, que la certif soit bonne. Nous, ce que nous avons fait de notre côté, c'est qu'on a étendu nos certifications HDS de nos propres data centers, on l'a étendu également à Azure. Donc, on peut garantir la compliance HDS sur Azure. Et donc, y compris M365. Et donc, on accompagne sur la sécurité autour de ça. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat droit américain, Cloud Act, mais d'accord, c'est juste qu'aujourd'hui, on a des clients qui utilisent, on a des grosses flux, même dans la région, qui utilisent M365 et qui ont des Teams avec des SharePoint, peut-être des dossiers partagés à l'intérieur, où il y a la donnée médicale. Voilà, il faut contrôler ça, finalement. Il y a beaucoup de channels IT autour de ça aussi. Partie complément réseau, Pascal sécurité. Alors, je vais vous donner, là, c'est un schéma réel, sauf que j'ai changé un peu les serveurs, il y en a beaucoup plus que ça. Test ici et test là, il y en a beaucoup plus. Vous allez voir, vous voyez du LIMS, par exemple, c'est la partie labo. Et typiquement, ce que je veux vous montrer là, c'est la partie résilience et sécurité périmétrique. Systématiquement, quoi qu'il arrive, nous sommes systématiquement sur 2 barrières de firewall avec une TLD de niveau. Systématiquement. C'est-à-dire, avant d'arriver sur la donnée, plutôt sur la donnée, sur le serveur de données, on passe 2 barrières de firewall avec des coupures, des contrôles de flux très précis là-dessus, avec des matrices de flux qui sont mis à jour régulièrement. Il faut on coupe tous les flux et on n'ouvre que ce qui est nécessaire.
Si le client, par bonheur, d'ailleurs, j'ai mal placé le MPLS, il arrive ici. Si le client, par bonheur, il a un lien qui arrive chez nous, il faudra que je change le schéma. Noté. Il arrive ici, en fait. Donc, il est sur un réseau privé quand il arrive chez nous, donc il ne passe pas par Internet qui est au-dessus. Même là, on coupe tout. C'est-à-dire que même si on est quelque part dans un réseau de confiance, on coupe tout parce qu'il a ça finalement à son aussi. Mais on coupe tout. Et on laisse passer que les flux nécessaires. Ça évite l'exploitation de port quand un hacker se trouve dans l'hôpital. Et vous savez tous, si on prend Dax par exemple, ça fait plus de 6 mois que le hacker était dans le SI. Il a réussi à rentrer par une porte, il a fait des mouvements latéraux, en fait. Et après, à un moment, alors, il a été jusqu'au backup. Hein. À un moment, il a appuyé sur un bouton et bleu par terre. Je veux revenir sur le backup, bah non, plus rien ne fonctionne. Je suis au papier et je dois tout reconstruire et j'ai perdu ma donnée. Quand elle n'a pas été exfiltrée. C'est encore un peu plus compliqué. Donc, systématiquement, double barrière de firewall, ça c'est pour les accès. Deux data centers, donc là, c'est peut-être assez mal fait sur le chemin. Si, c'est là. Data center 1, data center 2, c'est pareil. Plusieurs kilomètres ici. Écriture synchrone à droite, à gauche, synchrone. Que ce soit sur du SAN ou sur du NAS, en NAS, ce n'est pas vraiment du synchrone, c'est un réplica qui se fait dans la minute, simplement. Et pourquoi du NAS, je vous dirai après, parce qu'on en a pas mal chez nous. On appelle ça NAS, mais c'est IFS, NFS ou S3. Hein. Et puis derrière, ça c'est pour la partie résilience et sécurité. Après, évidemment, à l'intérieur de tout ça, on a des systèmes de sécurité qu'on peut embarquer pour nos clients directement sur les serveurs avec des EDR, les antivirus qui vont bien, la surveillance qui vont bien, comportementale et autres. J'en parle un peu après. Puis ici, vous voyez la connexion IPsec pour l'éditeur. Il se trouve que c'est bien l'éditeur là, en l'occurrence. Hein. Parce que je n'en parle pas trop après. Je m'arrête là-dessus. Sachez que Daedalus a choisi 2 hébergeurs en France. Ils en avaient 12, ils en ont choisi 2, dont un différent. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Donc on travaille beaucoup avec Daedalus, on héberge du DXKR, on héberge de l'Orbis, on héberge de la Web Suite, on héberge beaucoup d'ACFA, parce qu'ils ont racheté ACFA. On héberge également toute la messagerie sécurisée de santé de leur division Innovela. Et donc, on travaille beaucoup avec Daedalus, qui est un gros acteur avec nous, qui propose nos solutions en mode SaaS auprès de leurs clients. Et là, c'est un vrai site. Hein, il y a 3000 utilisateurs là derrière. Après, pour les accès, évidemment, nous avons des bastions. On les met en œuvre ou pas. Ça dépend en fait des environnements. Bastion, c'est pas compliqué. Hein, c'est pour montrer pas de blanche avant de rentrer, pour pouvoir se connecter à l'infrastructure. Bastion, ça sert à la gestion de l'identité, hein, c'est du PAN, derrière, avec des mots de passe flottants, double authentification. Donc, comme je dis, vous ne montez pas de blanche avant de rentrer. Et ensuite, on filme complètement ce qui est fait par la personne qui se connecte. Quand je dis filmer, c'est filmer. On filme l'écran. Tout ce qu'il fait. Et c'est tracé, logué. C'est le principe du bastion. C'est les 2 fonctions-là, on les met en place pour la partie avec comme éditeur Walix, qui est bien connu en France, et qui est d'ailleurs labellisé par l'ANSSI. Et donc, toujours avec Walix, c'est soit des accès Internet, soit les accès directement à travers. C'est-à-dire que même nous passons par le bastion pour se connecter, comme ça tout est tracé. Ce que nous faisons, le client fait, et ce que l'éditeur fait. C'est ça à ce niveau-là. On passe par des systèmes de bastion pour protéger en fait les accès. Quand on est en service managé OS, aujourd'hui, on met du Sentinel-1 sur tous les serveurs qui est opéré. Ça s'appelle MSOC chez nous, hein, c'est ça, qui est opéré en fait par CyberProtect, la société que je vous disais tout à l'heure, en 24/24/7/7, avec un vrai SOC. Donc on prévient, on détecte et on réagit. Hein. Donc c'est un EDR qui est full, hein, je ne vais pas mettre en Sentinel-1, qui est assez connu. Je vais vous donner parce que c'est public, j'ai assisté justement à la dernière journée de l'APSIS au mois de septembre où on présentait nos solutions. L'APSIS, il y a eu le témoignage de Corbeil-Essonnes, l'hôpital Corbeil-Essonnes qui s'est fait attaquer il y a 1 an à peu près. Ils ont tout arrêté. Tout. Hein. Ils ont travaillé à la main pendant 6 mois. C'était l'horreur totale pour eux parce que c'est un gros hôpital du sud francilien. Ils ont dû détourner les urgences. C'était tir. Et d'ailleurs, le DG qui était là avec son DSI, il a dit la première chose, nous, on a un plan blanc, on déclenche un plan blanc dans ce cas-là. Hein.
D'ailleurs, on travaille on accompagne les clients sur des plans blancs parce qu'on essaie de faire notre propre plan blanc en fait pour accompagner les hôpitaux et même le médico-social. Hein, il y a des plans blancs également. Hein. Il avait le plan blanc, il rappelle tout le monde. Donc, il rappelle tout le monde par SMS. Donc, il a appuyé sur le bouton. Et le truc, il était sur leur système d'information. Ah, bah, il faut les appeler. Ah, bah oui, mais les numéros de téléphone sont sur le système d'information de nos employés. C'était super embêté, quoi. Donc, c'était bouche à oreille, machin. C'était un vrai appel, d'ailleurs, au journal. Hein, et au rentrée, parce qu'il va falloir travailler. Donc, on passe au papier. L'exemple, par exemple, qu'il a donné, à la PUI, à la pharmacie usage interne de Corbeil-Essonnes, ils étaient à 1 ETP et demi, 2 ETP, à peu près, hein, équivalent en temps plein. Vous voyez, là, à la main, c'est 7 ETP. Donc, il fallait rappeler tous les pharmaciens. Même ceux qui étaient en congé, qui se reposaient, ainsi de suite. Et ça a duré 6 mois. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi, derrière. Ça, et par contre, dans les mesures correctives, c'est-à-dire suivantes, pour pouvoir en fait redémarrer le tout, et là, j'étais très surpris, le DSI dit on a installé un EDR. Je ne sais pas si c'est celui-là, hein, parce qu'ils avaient un simple antivirus. Et que s'ils avaient eu un EDR, il ne s'est pas fait poutrer. Voilà, c'est pas compliqué, d'accord? Et nous, dans notre métier, on trouve ça des fois tellement logique que les clients ont des EDR, mais beaucoup de clients ne connaissent pas finalement. C'est ça ou connaissent, mais ils n'ont pas les moyens. Ça, c'est aussi un autre débat. Mais l'EDR, c'est le minimum du minimum, on est bien d'accord, hein, pour pouvoir en fait protéger les postes de travail. Si on fait que 80-90% des attaques passent par le poste de travail et non pas en direct sur le SI en lui-même. Voilà, donc du coup, ce qu'on fait dans tout ça, on identifie, on protège, on détecte, hein, on répond, on limite les impacts, et si vraiment, à la fin, il ne reste plus rien, on restaure, quoi. Ça peut arriver. Et on restaure, en fait, ce qui est fait suite à l'incident, ce qui est fait backuper. Alors, typiquement, ça, les équipes SOC sont très, très chevronnées sur le sujet-là. On a des process internes que moi, je vais appeler plan blanc interne. D'ailleurs, on est en train de faire un process, je vous le disais, pour accompagner sur les plans blancs. On a notre propre process interne qui est rodé avec des exercices, même notre direction des exercices hein, pour le sujet. On a eu pas mal de clients qui ont eu des soucis, hein, clairement. On les a accompagnés hein, dans la démarche, souvent avec leur assureur d'ailleurs, parce que quand ils sont assurés, j'espère que vous l'êtes tous sur le plan cyber, parce que c'est quand même une aide en plus. Non pas tellement pour des aspects financiers, mais parce qu'ils ont aussi des juristes chez eux, une déclaration de CNIL à faire et autres. Voilà, donc c'est pas évident. Pour revenir sur Corbeil-Essonnes, aussi un effet de bord qui m'avait marqué, ils se sont fait expliquer la donnée. Donc il faut prévenir tout le monde. Les fournisseurs, patients évidemment, hein. Patients, fournisseurs, il faut prévenir tout le monde. Ils ont fait le compte, 700 000. 700 000 contacts. Ils ont envoyé 700 000 courriers. Et 700 000 courriers, 1,2 million. Voilà, c'est le prix à payer. Et s'ils ont fait quelque chose aussi très bien, sur la culture, c'est qu'ils se sont dit aussi, si on envoie 700 000 courriers, il risque d'y avoir 100 000, 50 000 plaintes. Le patient peut porter plainte, le fournisseur peut porter plainte, le partenaire peut porter plainte. Si on engorge le commissariat de Corbeil-Essonnes avec des policiers qui ne sont pas forcément en plus au courant du truc, ça va être le sujet. Donc, ils ont mis un formulaire pour que les gens puissent le remplir et le renvoyer avec une plainte conservatoire. Ils l'ont mis directement avec. Ils disent comme ça, portez plainte, conservatoire, hein, si jamais vous avez quelque chose après derrière. Voilà. Ils ont fait ça, quoi. C'est super intelligent comme démarche. De toute façon, on prend plus hein, des rétextes, hein, à distance, on regarde beaucoup ces rétextes-là et on a pas mal de choses. C'est très bien. Soit on fait une pause, soit je continue. Ça va? Je vous endors pas? Non. Non? Merci. Je ne sais jamais si c'est celui-là. Merci, celui-là. Là, on va parler plus maintenant des expériences. Alors, je vais démarrer par les ESMS qui, moi, ne sont pas là. C'est René Furman qui parle, c'est pas Distar. J'adore les ESMS pour plein de raisons.
parce qu'ils font un travail fabuleux. On a ici des représentants d'éminents institutions, institutions locales sur l'Antilles. J'en rencontre pas mal, hein, des directeurs et des directrices, et franchement, c'est pas pour refaire de la flagornerie ici. C'est un sacerdoce. Enfin, c'est compliqué, parce que c'est de manière générale. Donc, c'est un choix aussi, oui, je suis d'accord, c'est un choix. Mais c'est pas toujours évident. Ça, aujourd'hui, je me suis amusé, enfin, c'est le marketing qui l'a fait. On a cartographié nos clients ESMS sur toute la France. Donc là, on en a 7 là, dans le nord-est, on en a une quinzaine là. Donc, c'est les clients qui, en général, hein, les services produits, c'est connectivité ou hébergement avec des applications métiers. Hein. Alors, on retrouve souvent les mêmes. Hein. Donc, c'est de l'Osiris, c'est du Titan, c'est de l'Imago, c'est de la Pharma. J'aurais peut-être dû enlever ça l'annonce, parce que je crois qu'on le voit un peu moins. CJ Santé, là, je me suis un peu inspiré de ce qu'on connaît dans la région. Mais en tout cas, Osiris, Titan, enfin Titan plutôt pour les EHPAD, Imago, Osiris, Pharma et CJ Santé, 9 fois sur 10, on les voit. Donc on les connaît bien, ces éditeurs-là. On les connaît bien, on travaille avec eux, plus ou moins bien d'ailleurs, parce que ça dépend des régions et ça dépend aussi de leur volonté de travailler. Mais soit c'est du IaaS, parce qu'on en a aussi comme ça, en fait, tout à l'heure, ce que je vous disais, vous vous souvenez, IaaS passe, hein, soit on gère le tout, soit on gère le moins. Et des fois aussi, on gère le moins, c'est-à-dire qu'on fait que du IaaS pour eux. Et voilà. Et puis le nombre de serveurs en moyenne, c'est 2 à 15. Pourquoi je dis 2 à 15? Parce que j'ai fois, les clients nous confient juste une application. Par exemple, ils nous confient que l'HDS. Parce que c'est sensible. Parce qu'ils vont chercher chez nous quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Je explique après, à la fin. C'est ça qui est important. Et d'autres qui nous confient tout. Ça dépend, en fait, ça dépend vraiment des cas. Et c'est vrai qu'on a tout type de structure. Hein. Donc, je me suis amusé aussi à faire une prise d'anagramme. Hein. Et encore, hein. J'ai fait un jour une liste. Il y en avait 30, hein, à peu près. Sur la partie médico-sociale, c'est un peu compliqué à répondre toutes ces structures, mais bon, nous, on les maîtrise assez bien. Et donc, on a tout type de structure, en fait, et ça, c'est la cartographie aujourd'hui, le nombre de SML. En avril 2003, ça a été fait par, je ne sais plus qui, Sébastien ou Baptiste, je ne sais plus comment il s'appelle dans le Nord. C'est lui qui a fait cette cartographie-là, qui était des gagnants, en fait, existants, et qui ont la JS chez nous, donc ça faisait un beau petit panorama. Au total, en client tagué santé chez Adistar, on en a 1000 à peu près. Je l'ai pas dit tout à l'heure, et ça représente 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, juste la verticale santé. Ça, c'est pour la partie ESMS. Pour la partie MCO, alors tout type de structure, hein, que ce soit public, privé. Pareil, on a fait une cartographie sur un peu partout. Donc là, par contre, sur la partie MCO, donc médical chirurgie obstétrique, hein, centre hospitalier, soit privé ou public, on n'a pas de SI complet, ça n'existe pas. On n'a pas de SI complet. On a un bout d'application par là, un bout d'application par là. On a des DPI. Là, tout de suite, DPI, c'est 90 serveurs, hein, entre les fermes RDS, les serveurs pour tous les coins, donc c'est ça. Ou alors, on a simplement 5 serveurs, c'est typiquement un RIS chez Delisplore, pour citer cet éditeur-là. C'est 5 VM. VM applicatif, VM DD, VM frontal, serveur de résultats, puis VM pour je ne sais plus quoi faire d'ailleurs. Il y en a pas mal. Et donc, c'est de 5 à 90, mais vous voyez, il y en a quand même beaucoup de clients. Et des fois, c'est des choses tout simples. Hein. De plus en plus de demandes qu'on a aussi sur la partie, notamment en CH public. Et là, on est en train de sortir une offre, hein, et on a trouvé normalement quelqu'un pour la tester. L'idée, c'est que en cas de plan blanc, c'est-à-dire en cas de plan blanc cyber, quand l'ANSSI ou les audits sont faits, ce qu'ils disent, c'est vous ne prenez pas vos backups. Vous jetez ce que vous avez et vous réinstallez tout et vous allez chercher la donnée pour la réintégrer. Vous réinstallez vos serveurs AD, vous réinstallez vos applications et ensuite vous récupérez la donnée pour la mettre dedans. Donc ça veut dire que si on fait du backup applicatif classique, backup de VM classique à la mode ville, déjà vous dites non, vous considérez que vous n'avez plus de backup, vous n'avez plus rien, vous réinstallez au propre parce que vous pouvez me garantir que vos backups sont bons. Parce que vous pouvez me garantir que le backup que vous avez fait il y a 6 mois, la VM est intègre. Hein, parce que les mécanismes qui font ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive sur le marché, mais ce n'est pas évident. Donc ils disent ça. Après, ils disent le problème qu'il y a aussi, c'est quand on est, le cas de Torbenesson par exemple, ils n'ont plus de données du tout. Ils ne savent même plus qui est à l'hôpital. Qui est résident chez moi. Ils ont 700 lits, j'ai 700 patients, je ne les connais pas.
Parce que mon système d'information est par terre. Je ne connais pas pourquoi ils sont là. Je ne connais pas leur régime alimentaire. Donc, je ne peux même pas leur donner à manger. C'est fou, hein, ça va très très loin. Et ainsi de suite. Donc, ce qui est demandé de plus en plus, c'est que tous les soirs de la journée, ils impriment les dossiers patients, pas en papier, hein, ils impriment en mode PDF. Ils ont au moins la donnée des patients qui sont chez eux, qui font des dumps de leur base de données pour la partie data, et que ça, ils le sanctuarisent. Donc, on a beaucoup de projets là-dessus, où on sanctuarise en fait cette donnée. Après, on a un autre souci. C'est que s'ils déposent cette donnée chez nous, parce que c'est tout le premier réflexe qu'on aurait, bah, c'est pas compliqué, Adistar, donnez-moi un IBM chez vous, je vais déposer, et puis comme ça, si j'ai un problème, je vais la rechercher. Oui, mais si c'est fait poutrer, lui, de son côté, peut très bien aller sur notre VM qui est chez nous et la poutrer. Donc, c'est pas bon d'axe, en fait. Hein. Okay, donc, l'idée, c'est qu'on va chercher. C'est nous qui allons chercher chez eux, plutôt que l'inverse. Mais si on va chercher chez eux, comment on fait pour vérifier que ce qu'on a récupéré, c'est un tel, comment on supervise, comment on le fait, c'est pas évident. Et en plus, on a quand même, eux, une porte de leur côté. Donc, c'est pas toujours évident. Et nous-mêmes, on pourrait se faire éventuellement poutrer, parce que là, on ferait ça en VPN IPsec ou autre chose, mais en tout cas, c'est pas évident. D'accord? Il y a toujours ça. Donc, on a imaginé une solution où on passe par une chambre de compensation, c'est-à-dire par un troisième cloud, le cloud du client, enfin, son on-prem, le cloud chez nous, et un troisième cloud, où lui, il va déposer, et nous, on va chercher. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dépose, on déplace. À chaque fois qu'il dépose, on déplace. À chaque fois qu'il dépose, on déplace. Donc, comme ça, lui, il est juste connecté là, d'à côté. Il ne nous voit pas, hein, c'est vraiment une chambre de compensation. Et on fait un process qui permet de vérifier l'intégrité de la donnée, voire même de la chiffrer, déchiffrer, rechiffrer. Comme ça, on est tranquille. Chiffre, déchiffre, rechiffre. Comme ça, on est bien. Alors, comme pas chiffrer du chiffrer, hein, ça c'est encore plus compliqué. On a permis de mettre ça en place. On aura normalement d'ici 2-3 semaines une solution sur le sujet qu'on va complètement industrialiser. Et comme ça, au moins, s'il y a une cyberattaque et tout est par terre, après, on met une procédure en place. Alors, la procédure ira jusqu'à l'établissement nous appelle pour récupérer ces PDF et récupérer ces dumps, mais surtout ces PDF, surtout son dossier patient, parce que c'est le plus important. Nous, on va vérifier que c'est bien l'hôpital et le bon hôpital qui nous appelle et qu'ils ont le droit de le faire, enfin, toute la procédure derrière. Et après, on leur ramènera, on ne sait pas comment, mais si, on sait, on va leur donner un accès, mais un accès, ça sera du Linux, hein, de notre côté, ce ne sera pas du Windows déjà pour commencer, ce sera du Linux pur, un accès pour qu'ils puissent imprimer chez eux. Ils prennent un poste, une imprimante à côté, ils sont sur leur poste, c'est un tout neuf, ils impriment les trucs ou ils les téléchargent et puis voilà. Mais en fait, ils sont au papier, clairement. Donc, c'est l'idée de ce qu'on est en train de monter, justement pour les accompagner sur un plan blanc cyber. Et c'est important. Ça, c'est, là, je vais vous parler d'autres expériences. Nous avons des PACS régionaux chez Adista. Alors, des PACS régionaux qui sont pilotés soit par le groupement régional d'appui de développement des santé locales, hein, le GRAD, qu'on appelait GCS avant, c'est le bras armé numérique de l'ARS. Ce qui est le cas d'ailleurs parce qu'on est prophète dans notre pays, ce qui est le cas sur le Grand Est. Ça sert à deux choses. Hein. C'est un service d'archivage neutre, en fait, de tout ce qui est radiologie. La radiologie, ça prend de plus en plus de place. Mammographie, c'est 4 gigas. Une mammographie. C'est énorme. Un scan d'un cerveau, c'est 500 mégas. Si on garde 50 planches. L'échographie, des fois maintenant, ils demandent d'avoir les échographies filmées. Ça commence à être lourd. D'accord ? Donc, c'est très lourd en fait à gérer pour le service de radiologie, pour le radiologue. Donc, première chose, c'est l'archivage. L'archivage, évidemment, nous, on a des grosses babasses. Donc, le prix au terrain sera toujours moins cher que si le client se l'achetait pour lui-même. C'est l'idée qu'on a derrière, pour l'archivage. Et on rapatrie les données vers différents producteurs. Ça, c'est des choses particulières. En gros, ce n'est pas compliqué. Vous allez dans l'établissement, vous faites votre radio. Je vais lui faire les calculages dans l'autre sens. En fait, portail du service d'échange. Donc, en fait, c'est envoyé chez nous. Le radiologue fait l'examen, fait le diagnostic. C'est envoyé chez nous. Le médecin de ville se connecte, parce qu'il a averti, parce que vous l'avez autorisé aussi à se connecter, et il voit votre radio. Il y a besoin d'avoir faire appel à un spécialiste, pardon, parce que le médecin généraliste ou le radiologue, il y a toujours un expert dans le tas, un orthopédiste, un truc de viscère et autres. Il peut également se connecter. Donc, l'idée, c'est de faire des PACS régionaux de plus en plus.
Donc, on a celui du Grand Est. Donc, si vous allez dans le Grand Est, par exemple chez Radiologue, votre radio, ils vont vous demander l'autorisation. Vous n'allez pas repartir avec ACD. Hein. Vous le demandez, et vous repartez avec rien en fait. Vous avez sur votre boîte mail privée, comme quand vous allez au labo faire une prise de sang, ça s'appelle langage par nous. Vous connectez, vous voyez vos examens. Et vous pouvez les partager. C'est ça qui est intéressant, c'est stocké chez Adista. Ça, c'est pour le partage. Pour l'archivage, alors on fait ça, oui, on fait ça dans le Grand Est, on fait ça à Plaque Orléans, on fait ça à toute la plaque Plaque. Pour l'instant, c'est les 3 packs que nous avons. Berger là, hein. Faut le dire, hein. C'est juste à côté. Et je reviens un petit peu en arrière, voilà. Et ce qui se passe, ça c'est pour votre information, c'est que quand c'est archivé, tous les logiciels de PAC sont pas, donc PAC, les logiciels d'imagerie médicale, c'est que quand c'est archivé chez nous, leurs logiciels ont bien la connaissance de où est votre dernière image. Est-ce qu'elle est encore chez eux ou est-ce qu'elle est chez nous? Bien gérer ça. Prenez rendez-vous. La veille, le logiciel le sait que vous avez pris rendez-vous. Il regarde où est votre N-1. Et ce qui fait que pendant la nuit, il remonte l'image chez le radiologue pour éviter qu'il y ait un temps de latence entre nous et eux. Donc, on n'arrête pas d'avoir du trafic entre eux et nous. On dépose, on remonte, on dépose, on remonte, on dépose, on remonte, on dépose, on remonte. Hein. Pour info, on a un péta 4 aujourd'hui. Hein. Un péta 4, c'est 1400 gigas, Tera. 1400 Tera de données d'imagerie chez Adista. Vous voyez, et ça, c'est une offre qui est quasiment exclusivement en santé. On fait ça que sur la partie santé. C'est un cas d'usage que je trouvais vraiment intéressant. Un autre, alors pourquoi je l'ai mis celui-là, et en plus j'ai affiché clairement le nom, c'est qu'on a participé, non, on n'a pas participé, on a hébergé une étude clinique en oncologie sur la protonthérapie. Pourquoi je vous mets ça? Parce qu'en fait, il fallait des serveurs en GPU pour faire de l'IA derrière. Protonthérapie, c'est de la radiothérapie. Et de la radiothérapie ciblée. Avec la protonthérapie, ils sont capables de traiter une tumeur dans l'œil. Vous comprenez bien qu'avec une radiothérapie, vous cramez tout le visage. La radiothérapie, c'est très large. Protonthérapie, c'est toujours de la radio, c'est un canon à protons. Hein. Un à Nice et 2 à Paris. C'est vraiment l'onde radio qui est vraiment précis. La première chose, c'est qu'il faut faire le détourage de la tumeur. Suite à la radio, parce qu'il faut vraiment aller taper l'observateur. Mieux que ça, avec les fréquences, ils savent aller traiter une tumeur à 3-4 cm à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire qu'ils arrivent à traiter la tumeur sans cramer les pulmonistes qui sont devant. Par fréquence. Donc, il faut que ce soit super précis. Hein, le gars, il est attaché, hein, je ne sais plus. Et donc, il fallait de la GPU, parce qu'il y a l'IA derrière, pour faire tout ce système-là. Et puis que, simplement, donc, on était complètement hybride, c'est-à-dire qu'on avait de la VM pour tout ce qui était applicatif classique, gestion du patient, ce qu'il y avait derrière pour du clinique. Hein. Cette étude-là, il y a eu 1000 patients à peu près qui ont été pris en compte. Et on a mis des serveurs physiques pour la partie GPU. Parce que faire de la GPU en mode VM, c'est pas toujours très simple. On a mis des serveurs physiques pour la chose. D'ailleurs, le serveur physique était demandé par l'éditeur. Voilà, il est là. Voilà. C'est Research Labs, que j'avais repris en fait leur slide à eux. C'est Research Labs qui est un éditeur suédois qui fait ça pour cette partie-là. Et avait participé à cette étude parce qu'elle est finie. Hein. On est en train de démonter. Elle a duré 2 ans. Et ce sont ces établissements-là qui ont participé à cette étude. Et vous remarquerez qu'il y a des Belges, des Allemands et je ne vois pas le luxembourgeois. Backless. Il y avait un luxembourgeois. Hein? Le produit. Je sais pas. Non, c'est l'ICL, le premier. C'est l'ICL. Backless, c'est pas Luxembourg. Si. Ah, d'accord. Donc ça, c'est aussi des choses d'hybridation toujours. C'est-à-dire que on fait des offres sur mesure sans problème pour nos clients. Donc on est capable de faire à la fois de la VM, à la fois du physique. Enfin voilà, on construit en fait les offres au fur et à mesure que la demande arrive. Et quand ça devient quelque chose qui est plutôt répétitif, du coup on le transforme vraiment, non plus en offre sur mesure, mais en offre réelle avec tout le package qui va bien autour. Pourquoi les gens, enfin pourquoi plutôt les établissements de santé viennent chez nous? Ils viennent chercher des choses qui sont
ils ont du mal, en fait, peut-être des fois à gérer chez eux, ou en tout cas, transfèrent chez nous la conformité, par exemple. On est, nous, certifiés, c'est notre métier de faire de l'informatique, c'est notre métier de faire de la sécurité, c'est notre métier d'avoir des procédures au niveau informatique. Vous disais tout à l'heure, on s'arrête à l'application, mais pas que, on peut aller plus loin. Ils viennent chercher la conformité, en fait. D'accord. Parce que un établissement qui se fait extraire de la donnée peut être condamné par la CNIL s'il n'arrive pas à prouver qu'il a mis tout en œuvre pour protéger cette donnée. Je ne sais pas si vous connaissez la plus grosse amende qui a eu lieu en 2023. Non. En fait, c'est l'éditeur qui a été condamné. C'était une première fois d'ailleurs, mais c'était dans le cadre d'une migration de logiciels pour des laboratoires dans l'ouest de la France, laboratoires d'analyse médicale. Dans le cadre de la migration de la donnée, ils ont mis la donnée sur un serveur public le temps de la migration. C'est-à-dire que j'extrais sur un serveur, je migre, mais je le récupère. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils ont laissé sur le serveur public. Et ça s'est fait seulement hacké. 500 000 patients. 1,5 million l'amende. 1,5 million. 2% du chiffre d'affaires, 1,5 million d'euros d'amende. Les cliniques aussi, il y en a eu pas mal, 300 400 000 euros d'amende. Il y a des amendes, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mode, je ne sais plus comment on appelle ça en police, où on ne fait pas de la répression pénale, mais on fait plutôt de l'éducation. Rappel à la loi, voilà. On ne fait plus rappel à la loi maintenant, la CNIL fait amende. Fini. Rappel à la loi, c'est fini. C'est fini. Donc, ils viennent chercher cette partie conformité. Ils viennent chercher de la connectivité, parce qu'évidemment, je ne vais pas m'étendre, mais vous avez compris qu'on est super bon dans la partie opérateur. Ils viennent chercher la gestion de la donnée de santé, en fait, avec les services managés qui sont chez nous. C'est-à-dire, en gros, nous confient des choses qu'on fait. Chez Nice, pareil, on a toute la partie risque, on a toute la partie chez nous, on fait les services managés complets sur l'ensemble. Par exemple, c'est la chaire d'Orléans, c'est l'inverse. On est en mode IaaS avec eux. CH de Lens, on gère tout leur DPI. Enfin, Lens, j'ai acheté, je parle, parce que c'est à chaque fois ce que j'ai acheté. On a tout le monde dessus. On fait du backup, du machin, enfin, tout ça dans la conformité qui va bien et on accompagne nos clients. Tu n'as pas changé le logo. Je me suis endormi hier soir. Tu t'es endormi hier soir. Voilà, on fait de la cyber, évidemment. Ça, c'est notre métier. Et vous avez remarqué, on connaît une cellule cyber qui va grossir de plus en plus, d'ailleurs. Pas d'ailleurs que de la cyber, parce que c'est bien le but, c'est de spécialiser complètement sur le sujet. Voilà. Au passage, on est opérateur MS Santé, mais surtout pour des grosses structures ou pour des éditeurs. J'ai beaucoup de demandes actuellement dans le cadre du Ségur pour faire du trafic MS Santé de la part de Miligo Social. Vous avez vu, on en a un paquet en tant que client. En général, les grades locaux offrent des boîtes aux lettres gratuitement. Donc, j'oriente les clients vers ce service gratuit plutôt que de l'orienter, de le garder chez nous, qui est un service payant. En revanche, nous avons, en MS Santé, là, sur la partie messager sécurisé de santé, pas de bêtises, on a quelque chose comme 50 000 boîtes aux lettres à peu près qui sont hébergées chez Adista. Soit directement, soit indirectement. On a un contrat, par exemple, avec CompuGroup Médical, au logiciel Elodoc, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel de cabinet libéral, c'est 25 000 cabinets libéral, qui ont une boîte aux lettres à travers l'éditeur, et cette boîte aux lettres est hébergée chez nous. Donc c'est un contrat avec eux, et eux, c'est un contrat avec leurs clients. On a également les DGS urgents, donc tout ce qui est alerte sanitaire passe par nos plateformes. Une alerte sanitaire, quand ils appuient sur un bouton, donc là c'est la DGOS ou la HRS qui va chez nous. DGOS, merci. Quand la DGOS appuie sur le bouton, c'est ces 100 000 mails qui partent. En gros, 450 000 mails MS Santé, le reste c'est du mail non MS Santé. On doit les router en moins d'une demi-heure. Alors en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. D'accord. Mais quand il y en a, quand il y a eu la variole du singe, là, évidemment, on est passé top 1 des opérateurs MS Santé en termes de trafic. Parce que forcément, quand on envoie ces 3-4 alertes sanitaires par jour dans ces cas-là. Et comme on avait cette plateforme avant même le Covid, je vous dis, pendant le Covid, ça a été même compliqué chez nous à gérer. On a dû doubler les serveurs et là maintenant on est en mode scalable. C'est-à-dire que les serveurs s'allument ou s'éteignent en fonction du trafic. On a la DGS urgent dessus et surtout on a beaucoup d'éditeurs qui utilisent en fait nos API pour que leur applicatif puisse soit écrire dans mon espace santé, dans le DMP, alors dans l'EMS,
sais plus comment on les appelle. Hein. Enfin, moi, je dis mon espace santé maintenant. C'est beaucoup plus clair. Comme ça, j'invite tout le monde à ouvrir mon espace santé. J'espère que vous l'avez tous ouvert. Ce qui fait que vous pouvez recevoir des mails à l'intérieur, clairement. Et puis aussi pouvoir écrire sur l'INP et puis les nouvelles directives de l'ANS avec qui on travaille. Parce que nous hébergeons aussi des entités de l'ANS chez Adista. Allez voir le site institutionnel d'appel à projet du Miss Data Hub, par exemple. Donc, la GP Plateforme qui était tant décriée il y a 2-3 ans, c'est hébergé chez Adista. Ouais, donc, ce que je voulais dire, c'est que ça permet d'écrire directement dans le DMP. Et on a les API qui vont bien, qu'on fournit à nos clients. Voilà. J'ai fait à peu près le tour ici. Bah, c'est les fameux services e-santé, ils vont répéter un peu. Coffre-fort patient, ça c'est pas mal. Demain, ça n'existera plus. Je vais envoyer un mail sécurisé à un patient ou un médecin, parce qu'on a encore tout, qui n'a pas de boîte mail sécurisée. Il n'a pas de boîte mail MS100. Donc le logiciel le reconnaît. Donc là, en fait, on envoie le mail sous forme dans un domaine non MS Santé. On a une URL, on connecte dessus, on a un OTP, on se connecte, on le détruit, il a son mail, il a son message. Typiquement, quand vous avez dans votre laboratoire d'analyse médicale, qu'est-ce que vous recevez à la maison? Vous rentrez votre mot de passe qui est super, super, super bien fait. C'est juste connaître le nom de la personne et puis sa date de naissance et on sait récupérer n'importe quel résultat de laboratoire. Donc là, il y a du boulot à faire. Hein, on les a rencontrés, pas toujours simple, mais bon, voilà. C'est pour la partie e-santé. On fait donc ce qu'on appelle les coffres patients. Et puis, on sait aussi intégrer la MS Santé dans Office 365. Maintenant, le marché CIH, hein, notamment pour les CHU qui sont à l'extérieur. Marché CIH, juste un petit rappel sur la CIH. Alors là, je fais la promotion de la CIH, je n'ai pas la liste pour le coup. Centrale d'achat informatique hospitalière, hein, donc la plupart des marchés publics, elle a été fondée en 2014, hein, sous la puissance ciment. Donc vous avez déjà ici la FHF, hein, donc il y a pas mal d'entités, d'associations médicales ou administratives, je pense aux maisons hospitalières, par exemple, de Nancy, qui sont adhérents à la FHF. Donc à partir du moment où vous êtes adhérent à la FHF, vous avez droit à un marché. Je ne mets pas que, je vous donne la liste, c'était les fondateurs. Maintenant, ils sont beaucoup plus hein, en termes de membres. C'était créé en 2014. Aujourd'hui, ils gèrent 340 millions d'euros d'achats annuels à peu près à travers ce marché-là. J'expliquerai après comment il fonctionne. Ils ont 35 marchés actifs, hein, dont le nôtre, hein, à l'intérieur. Ils ont 2000 membres. C'est à peu près ça aussi autour de 2000 membres dans la CIH. Les gains estimés sur achat, c'est 36 millions d'euros. Vous remarquerez, c'est que 10%. Mais il faut dire que le problème, c'est que les prix d'attaque sont toujours très bas. Donc les remises et les gains ne sont pas toujours évidents à formuler, mais en tout cas, c'est ça. Et il y a un autre sujet aussi, je pense que c'est aussi à cause du marché Microsoft qui est énorme, hein, la CIH. CIH, dans le marché Microsoft, fait de la CIH l'un des 25 premiers clients de Microsoft dans le monde. Ils sont 25e clients Microsoft dans le monde. Énorme. Si on raisonne du niveau globe, ou Microsoft. Et 65 fournisseurs, donc encore une fois, Zoom. Là, j'ai la liste de tous les établissements qui peuvent adhérer à la CIH. Alors, il y a des petites bizarreries comme les OPAC, par exemple. PH OPAC peuvent adhérer. Les SDIS, naturellement, hein, parce qu'à un moment, ce n'était pas le cas, maintenant ça devient. Il faut dire que le SDIS, c'est pompier, c'est incendie. Donc, c'est plutôt pour le côté SAMU. Hein, ils sont intégrés. Évidemment, les grades, hein, après, vous avez les ARS, les CIS, tout ce qui est national, les agences. Là, c'est ce qu'on voit le plus, hein, c'est les esprits, les CIS, tout ce qui va derrière. À partir du moment où c'est pas privé, à but lucratif, ça peut adhérer à la CIH pour en bénéficier des marchés. C'est important. Okay. Après, il y a les associations privées à but non lucratif pour y aller, évidemment. Okay. Et vous avez aussi des associations d'intérêt public, enfin, après, il y en a plein. Ainsi de suite, évidemment, elles peuvent y aller. Les comités de communes pouvaient, ne peuvent plus. Les conseils départementaux pouvaient, ne peuvent plus. Parce que les comités de communes géraient les CCRS. Donc, ils pouvaient, mais ils ont décidé plus maintenant. Donc, c'est que la CCRS ou le centre d'action sociale de la communauté de communes qui peut adhérer, mais pas au titre de la mairie. Qu'avant, c'est carrément la mairie, ou pas la Comcom qu'il faut adhérer. Idem pour le conseil départemental, c'est que les MDPH, donc les maisons départementales des handicaps, merci,
qui peuvent adhérer au titre de la LDPH, mais puis céder à son titre à lui. Comment ils pouvaient. Et ainsi de suite. Et puis, on retrouve aussi la mutualité française, hein, parce que c'est une mutuelle. Voilà, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est la liste exhaustive. Comment fonctionne le marché? En tout cas, là, pour le marché HDS, en l'occurrence, les membres peuvent initier de l'accord cadre dès lors qu'ils ont signé la CH, convention de mise à jour. Hein. Donc, en gros, le principe est le suivant. Ça, c'est les prix pour le CIH, HDS, l'hébergement cloud. HDS, c'est HDS. C'est qu'en fait, l'adhésion, la CIH adhère au marché directement auprès de l'établissement. C'est une adhésion par marché, ce n'est pas une adhésion CIH. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui disent oui, je suis adhérent CIH. Oui, mais pas au titre du marché. C'est une adhésion par marché. Ensuite, nous, entre nous, on se fait des contrôles du reporting, on vérifie que tout est bien calé, parce qu'il y a des fois des établissements qui ont oublié d'adhérer, alors qu'ils disent qu'ils ont adhéré, mais ils n'ont pas vraiment adhéré. Donc, on vérifie la conformité du marché public pour être bien cadré dans la partie marché public, hein, parce qu'il faut le respecter. Le contrat, par contre, lui, il est entre Adista et l'établissement. Et comme le support contractuel, bah, c'est ni plus ni moins que le support du marché qui est au-dessus. On traite en direct, c'est payé en direct. La seule chose que fait la CIH, c'est l'adhésion. C'est tout. À la différence de l'UGAP, par exemple, c'est l'UGAP vend, achète au fournisseur, fournisseur facture l'UGAP refacture le client final. Là, tout ce que je viens de dire, c'est entre 15 et 17%. Là, c'est zéro. Sur tous les flux financiers, c'est zéro. CIH ne touche rien en arrière. Sauf sur le marché de Microsoft, où là, il n'y a pas d'adhésion. Et c'est 1%, je crois. Hein. C'est que dalle. Et là, vous avez le montant en fait, de l'adhésion, avec un plafond de 1 500 € par an par marché. Pas par lot. Hein. Vraiment, le marché, c'est à 6 lots à l'intérieur, l'accès à tout. Et puis, vous voyez, établissement, je ne sais pas, voilà, ça, c'est plutôt pour, vous voyez, ça pas grand-chose par an pour pouvoir accéder à ce marché. Là, c'est marrant, ça bouge plus. Ah si, c'est bon. Donc, le marché qui nous concerne, il s'appelle 23 AOO Cloud. Appel d'offres ouvert, 23 Cloud. Ils l'ont comme ça. Hein, c'est leur nomenclature à eux. Vous pouvez aller sur le site de la CIH et descendre les fiches. Donc, ce marché-là, il y avait plusieurs lots. Il y avait un lot sur lequel on s'est positionné, qui était le lot 1, et le cloud privé de confiance. Cloud privé de confiance, donc c'était forcément français avec du cloud franco-français. Il y avait le lot 2, c'est le cloud Azure. Le lot 3, c'est le cloud AWS. Le lot 4, c'est 2, 3, 4, c'est le cloud Google, GCP. Il y a un cloud NumSpot. Donc, on pourra en parler après hein, pour NumSpot. Je ne peux pas faire l'apologie de NumSpot aujourd'hui, puisqu'on est en train de regarder comment on peut travailler avec eux. Et il y a un lot numéro 6, 7, je ne sais plus où j'en étais, OVH. Simplement. Donc, ils ont décidé de le mettre. Voilà. Alors, ces lots-là, le 2, 3, 4, 5, 6 sont mono-attributaires et le lot 1 est multi-attributaire. Et d'ailleurs, quand on a été sourcé, parce que pour nous, c'est un renouvellement, hein, il était déjà multi-attributaire avant. Quand on a été ressourcé pour nous donner notre avis, moi, Adista, mais surtout moi, je disais il faut qu'il soit multi-attributaire. On ne peut pas faire un lot de privé mono-attributaire parce qu'un client décide d'externaliser. OK, il peut peut-être mettre sa prod là et son PRA chez un autre. Ouais, déplace ça parce qu'il y a écrit Claranet sur ta tête. Ouais, bah, écoute, on va déplacer un peu. Voilà. Et donc, nos colistiers, en fait, c'est Cloud Temple, Claranet et Atos. Voilà. On est assez fiers, en fait, parce que quand on prend. Parce que moi, je les connais bien, hein, ces trois-là, ce n'est pas des petites boîtes. Quoi. Donc, et Cloud Temple est bien connu sur notre marché, mais plutôt sur le haut du panier. Claranet, ils font de la santé depuis 15 ans, donc nous, on en fait depuis 6 ans à peu près. Donc, ils sont bien appuyés sur le marché. Puis Atos, je ne présente pas. Atos sont dessus, quoi. Mais là où on est, en fait, parce qu'en fait, il y a un classement qui a été fait, on était classé deuxième, pour être honnête. Cloud Temple, Adista, Claranet, Atos. Donc, c'est la convergence entre la note et le tout. On est classé deuxième. Et je sais que c'est sur la partie plutôt technique. C'est Cloud Temple a une chose de plus que nous, c'est qu'ils sont techniques. Nous, on est encore pas. Donc, en fait, c'est plutôt cette partie-là qui fait qu'ils sont passés premiers. Le marché est sur 4 ans. Donc, il a été notifié fin 2023, date 2027. Hein. Les engagements, ils peuvent aller jusqu'à 60 mois. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté, parce qu'il avait limité à 36 mois la dernière fois, je trouve que c'était beaucoup. Par contre, encore une bizarrerie, mais ça, c'est la loi des marchés.
60 mois, mais ne peut pas aller au-delà de 18 mois de la date de fin de marché. On peut faire des calculs sur un temporel. Hein. En gros, la durée du marché est de 4 ans. Pas de PO, donc dernière commande 18 septembre 2027. Et puis l'engagement max 60 mois, mais pas au-delà du 30 mars, 31 mars 29. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Bon, je l'ai mis parce que c'était surtout pour montrer qu'on pouvait engager longtemps sur ce type de marché. Et pour les infrastructures hébergées, hein, ça c'est plutôt des prestations one-shot. Hein. 12 mois pour les prestats et 6 mois pour les autres produits. Donc c'est pour les prestats one-shot, vous savez, d'accompagnement, tout ça. Sinon, sur la partie infrastructure hébergée et services managés, c'est 18 mois après la date de fin de marché. T'es endormi? Question-réponse? Vous en avez une question? Avec ça, moi. Bah, vas-y, vas-y. Non, non, non. Ah non, il faudra que tu m'expliques ça concernant notre association. Oui, oui, bien De sûr. façon plus technique, enfin plus, Oui. plus terrain. Bien sûr. Là, on en discutera parce que c'est un peu. Mais, la CIH n'est pas connectée. Non. Vous avez les prix CIH en marché. Voilà. Même des fois, certains trucs en dessous. Par rapport à ce que j'ai négocié. Par contre, c'est sur la partie Microsoft Oui. où on fasse Tu avec l'avais quelqu'un une étude pour voir s'il n'y a pas d'optime à faire sur la partie licence Microsoft. Parce que là, typiquement, dans le cas de Microsoft, nous, on est obligé de fournir des licences de type SPLA quand on est sur du mutualisé, ce qui va vous arriver au sein de la grappe, hein, parce que vous êtes finalement sur du mutualisé. Nous, on ne peut pas avoir de prix Charity, par exemple. Vous avez le droit, de l'autre côté, hein, mais pas toute la grappe. Là, il faut regarder comment ça se passe. Et on est obligé, nous, de faire la tarification Microsoft, des fois, qui coûte 1000 balles. Au titre du marché de la CNH, pour vous donner un exemple, nous, une licence RDS, on ne peut pas quand elle est en mode SPLA. Si le client n'amène pas ses licences, ce qui n'est pas le cas pour Shipping, mais ce qui est le cas pour le reste de la grappe, on facture 9 € par mois la licence RDS. Quoi. Alors qu'au titre du marché de la CIH, sur la DER, il y a quand même un prix d'entrée, hein, c'est 26 € par an. 24 € par an. L'SQL, pareil. Les deux nœuds SQL, on est à. Non, le prix. Ah, le prix Pour nous. 200 balles. Hein. Ouais. Pour deux cœurs par mois. Et là, au titre de la CIH, si on adhère en payant la première fille qui est sur le poste, c'est 0. Pareil, on va regarder pour les serveurs aussi. Oui. Parce que c'est serveur Windows, il y a plein de trucs, c'est intéressant. Et en plus, sur les postes de travail, c'est 100 € par poste de travail par an. À peu près. On a accès à tout. On a accès à, par exemple, Office standard de base, pour tous les postes. Les updates Windows 10, 11, ouais, gratos. Enfin, tout est dedans, quoi, en fait. C'est là qu'il faut le regarder. Là, on le maîtrise un peu. On a les bons contacts côté SCC, en plus, qui nous accompagnent. Et en fait, on vous met tous en relation, et puis on discute ensemble, parce que, voilà. Pareil pour la partie poste de travail, sur la partie EDR. Ils ont un marché EDR qui est pas mal aussi. Ils ont évidemment des prix qui ne sont pas les nôtres et on les accompagne en disant, on vous conseille d'aller chez eux. Après, il faut regarder à chaque fois au cas par cas parce qu'on peut aussi discuter avec leur SOC à eux. Notre SOC discute avec leur SOC. On est en train de regarder d'ailleurs avec le tutélaire du marché, pour le coup, SOC de la CNH, parce qu'on n'a pas notre SOC marché-là. Par contre, on discute avec ce tutélaire de marché-là pour que nos SOC discutent, simplement. Et c'est open, hein, c'est complètement, ils sont d'accord, tout le monde est d'accord. On est une communauté, en fait, donc on agit de cette façon. Voilà. D'autres questions? Moi, juste un retour, la presse. Pas trop compliqué, pas trop long, pas trop. Allez-y, à critiquer. Hein, parce que... Il n'y a pas de critique, c'est juste que Fabrice me vend plutôt bien le catalogue depuis 6 mois. Donc, vous le connaissez par cœur? Ouais, j'avais déjà pas fait d'éléments. Vous avez appris des choses, quand même, sûr. Ah oui, non, mais clairement, j'ai envoyé pas mal de messages pendant, donc voilà, il y a des gens pour poser après, mais non, il n'y a pas de souci, c'est comme D'accord, ok. Pas de critique, écoutez, merci. Dans ce cas-là, voilà, moi, c'est fini. Merci pour ceux qui sont à distance. Et puis,